Eh bien, merci beaucoup, Johan, pour ces mots d'accueil. Grand merci d'être venu ce soir et m'écouter. Et je précise que j'étais déjà venu dans cette salle il y a 19 ans, mais j'étais sur une des places devant vous, et ici était Georges Charpak. Et j'avoue que ce n'est pas sans une certaine émotion que je me retrouve ici même. Et donc, je ne sais pas si certains d'entre vous étaient là, mais c'était une semaine avec l'association La Main à la Pâte. Et Georges Charpak était venu cette semaine-là et il avait donné la conférence grand public. Et j'avais écouté avec beaucoup d'intérêt tout ce qu'il avait pu proposer. Et l'idée de La Main à la Pâte, c'était former les instituteurs pour qu'ils forment les enfants à la démarche scientifique et pour qu'on ait tous une qualité d'écoute et un certain sens critique pour ne pas se laisser influencer par des messages. Et malheureusement, depuis 20 ans, j'arrondis de 19 à 20, on a vu que ça pouvait vite dériver. Et donc, ce soir, j'ai la chance d'essayer de vous présenter cette notion « une seule santé », qui est une expression qui commence à devenir un peu à la mode. Alors, c'est toujours un peu dangereux. Quand ça devient à la mode, ça peut être récupéré à droite ou à gauche. Et l'idée, c'est de parler de la santé, pas que des humains, il y en a un sur la photo quand même, mais également des autres vivants avec qui nous partageons la planète. Et l'idée, c'est assez simple, c'est à partir du moment où un compartiment est malade, si la seule réponse possible des autorités, c'est tout traiter massivement aux insecticides, d'une part, on ne sait pas si ça aura un impact positif pour la santé des humains par rapport à cette maladie, mais ça risque d'exterminer beaucoup d'insectes au-delà des moustiques. Les produits peuvent se retrouver dans l'environnement, dans l'eau que nous buvons, et empoisonner tous les vivants. Et donc, ce n'est pas forcément la meilleure réponse possible. Et donc, là, je vais vous parler un tout petit peu de santé des humains, évidemment, mais je vais parler également des autres qu'humains que sont les animaux, et je vais distinguer quand même, parce qu'on n'a pas du tout la même approche de fait dans la vie que nous avons, si nous traitons un animal de compagnie, si nous traitons un animal de rente, ou si nous nous intéressons aux animaux sauvages, on n'a pas du tout la même approche. Évidemment, les animaux de compagnie, on aura beaucoup plus facilement des soins qui vont se rapprocher de la santé humaine, avec parfois des investissements lourds, même économiques. Par contre, les animaux de rente, vous savez bien que c'est de l'élevage, c'est de l'économie, et on ne va pas les traiter de la même façon qu'un chien ou qu'un chat, qui fait partie de la famille pratiquement. Et alors, pour ceux qui sont sauvages, qui appartiennent à personne, qui devraient être considérés comme un bien commun, c'est une autre histoire, ils sont souvent assez mal lotis. Et alors, parler de la santé de l'environnement, c'est un peu un paradoxe. Johan a préféré une expression que je préfère, c'est la qualité de cet environnement. Comment l'environnement peut réagir à une agression comme une pollution, comme un cyclone, comme une inondation, et récupérer un état de fonctionnement qui nous satisfasse. Parce que je rappelle que tous, on respire de l'air qu'on espère respirable, et tous, on a besoin d'eau qu'on espère potable. Et à partir du moment où l'écosystème est pollué, tous ceux qui habitent dedans et tous ceux qui y vivent sont menacés. Et donc, l'idée, c'est de présenter des exemples qui, j'espère, vous donneront des idées un peu concrètes sur ce que veut dire une seule santé. Alors, à propos de santé, est-ce qu'on a une définition ? Eh bien, oui, en fait, l'Organisation mondiale de la santé, le sigle anglais, le sigle français, en 1946 a proposé cette définition que peut-être vous avez vue, que peut-être vous connaissez déjà. Ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, donc 80 ans plus tard, là, clairement, on ne parle que des humains, que de nous. Et peut-être que ça serait intéressant qu'à un niveau un peu international, on inclue également d'autres que les humains. Alors ça s'est fait assez récemment, mais pratiquement que pour les animaux dont nous sommes responsables, qui sont à nouveau les animaux domestiques de rente ou de compagnie, et puis également les animaux sauvages qui sont captifs et qui sont entre les mains des humains. Et donc l'Organisation mondiale de la santé animale, ça existe. Alors en fait, elle s'appelait OIE, cette organisation, Office international des épizooties. Elle a été créée en 1924, et donc ce n'est pas une agence de l'ONU, c'est antérieur aux Nations Unies. Et en 2024, elle a rendu ce document pas uniquement sur la santé en fait partie, mais sur le bien-être qu'on peut accorder, que nous accordons, nous humains, aux animaux dont nous sommes responsables. On appelle ça les 5 libertés. Vous voyez à peu près de quoi il s'agit. Évidemment que les animaux n'aient pas faim, n'aient pas soif, n'aient pas peur. Mais si vous regardez la dernière ligne, possibilité pour l'animal d'exprimer tous les comportements naturels de son espèce, on est tous d'accord que si on prend un élevage industriel de poulets ou de cochons, on n'y est pas. Et on vit quand même avec. Et donc, de ce côté-là, on doit encore faire des progrès d'une façon ou d'une autre. Et ça aura des conséquences au niveau sanitaire. Et on va en parler tout à l'heure. Et il reste, à côté de ces animaux dont nous sommes responsables, tous les autres.
ceux qui ne sont pas domestiqués, ceux qu'on aime plus ou moins. Et là, vous avez une belle image avec un joli caïman qui prend un bain de soleil devant des vautours américains. Mais ceux-là aussi, ils ont le droit d'être en bonne santé et de vivre. Mais il y a également l'eau en dessous dans laquelle les uns barbotent. Vous avez la végétation derrière. Les plantes font partie des écosystèmes et on a besoin de qualités importantes au niveau végétal. Certaines d'entre elles, de ces plantes, sont cultivées, on s'en nourrit et donc c'est essentiel. Et c'est à tous ces gens-là, je dis tous ces gens, voilà, qu'il faut penser quand on parle d'une seule santé. Donc tous ces acteurs sont en relation les uns avec les autres, et le mot qui est associé derrière, c'est le mot biodiversité. Alors si je veux représenter sur un schéma cette biodiversité, je commence par la gauche. Vous avez un schéma assez simple, si je puis dire, où on essaie d'être un peu esthétique dans la présentation, qui présente un seul groupe de vertébrés, que sont les mammifères. Pourquoi ? Parce que c'est nous. On est un mammifère. Nous, on se situe à côté de ceux-là. On est par là. Et ce schéma, il a une racine vers le bas. C'est le passé, c'est le lointain. Et puis, l'organisation des petits dessins n'est pas complètement aléatoire. L'idée, c'est de présenter les animaux par parenté. Ceux qui ont un ancêtre commun sont plus proches que ceux qui ont des ancêtres plus lointains. Mais si je veux, sur un seul schéma, c'est à droite, représenter tout le vivant connu aujourd'hui sur la Terre, c'est beaucoup plus... Alors c'est peut-être esthétique aussi, hein, mais là je ne peux plus représenter les individus des espèces quelles qu'elles soient. Et remarquez ce grand chapeau qui est là, qu'est-ce que ça représente ? Ce sont les bactéries qui sont présentes sur Terre. La plus grande diversité génétique qui est présente sur Terre, ce n'est pas nous, ce n'est pas ce que nous voyons, ce sont les bactéries, mais les bactéries, on ne les voit pas. Et le deuxième petit plumeau qui est en dessous, qui est là, qui s'appelle les archées, ce sont encore des bactéries. Et tout ce qui est plantes, champignons, animaux, algues, animaux unicellulaires, plantes unicellulaires, c'est voilà, ce petit balai qui est là, et nous, on est invisible dans ce schéma-là. Alors c'est vrai que la biodiversité est menacée, on pense surtout à celle-là, mais croyez-moi, même si nous, on disparaissait, il resterait des bactéries, et elles sont déjà installées. C'est une forme de vie ancienne, mais elle n'a pas été remplacée. On cohabite avec des êtres vivants qui sont là depuis bien plus longtemps que nous et qui ont certainement des capacités d'adaptation et d'évolution que nous n'avons pas et que nous ne maîtrisons pas. Alors, ce schéma-là, il a comme inconvénient, il a l'avantage de montrer la diversité, mais il retire cette notion associée à la biodiversité qui est celle de collaboration, de relation et d'échange. Alors, si je montre le schéma suivant, je rappelle juste les différents types de relations qui peuvent exister. La biodiversité, c'est bien un ensemble d'êtres vivants et des relations qui les unissent. Ce n'est pas un catalogue, c'est l'ensemble de ces vivants avec les relations entre eux. Et alors, le type de relation, ça peut être la prédation, le parasitisme, l'infection, mais ça peut être aussi la cohabitation, la coexistence et la symbiose. Et en fait, pendant très longtemps, les écologues ont étudié les relations entre les prédateurs et les proies, combien de surface de prairies pour avoir une population de gazelles, combien de gazelles pour avoir une population de prédateurs. Les médecins, les vétérinaires s'intéressent aux maladies, à la relation entre un agent pathogène, parasite, microbe, virus et les autres. Mais tant qu'on n'a pas eu les outils qui permettaient d'aller un peu plus bas, voire plus petit que ce que notre vue permet d'observer, on n'avait pas compris que sans doute une des relations les plus importantes qui existent dans le monde, ce n'est pas la compétition, elle existe bien sûr, mais au départ, la plus importante des relations, c'est la symbiose, c'est la coexistence, c'est la coopération. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel pour comprendre la vie d'aujourd'hui. Alors sur un schéma que j'ai été prendre sur Internet, on a l'évolution depuis une cellule simple vers les cellules telles que nous connaissons aujourd'hui, de plantes ou d'animaux, dans lesquelles il y a un noyau, ce n'est pas le cas des bactéries, qui ont un ADN, mais qui n'est pas dans une membrane nucléaire. Et une des hypothèses pour passer d'une bactérie à une cellule nucléée comme la nôtre, c'est deux cellules primitives qui vont s'associer et l'une devient le noyau de l'autre. Et il est possible que le début de la vie qui nous concerne, puisque nous sommes des cellules, nous sommes composés de cellules à noyau, c'est la fusion de deux qui ont fait l'affaire l'une avec l'autre. Je deviens ton noyau, tu deviens mon enveloppe cellulaire. Et à partir de ce moment-là, et ça s'est passé il y a bien longtemps, on a commencé à voir arriver des êtres vivants qui vont peu à peu devenir ceux que nous connaissons. Et en plus, toutes les cellules du monde vivant aujourd'hui, elles ont des petits organites qui s'appellent mitochondries, que je pense que au moins ce nom vous dit quelque chose. Ce sont nos centrales énergétiques. Chacune de nos cellules en possède. Et ce sont des bactéries qui, un jour,
Alors si je dis qu'elles ont décidé, c'est un peu raccourci. Elles n'ont pas dit, tiens, je vais faire le choix de m'associer avec une cellule. Mais les mitochondries sont d'anciennes bactéries qui sont devenues des symbiotes, donc des associés permanents de toutes nos cellules. Les plantes, elles ont en plus des mitochondries que tout le monde vivant partage aujourd'hui, des chloroplastes qui sont d'autres bactéries qui sont capables de faire la photosynthèse avec l'énergie du soleil qui est apportée par les protons. Et elles se sont également associées aux plantes vertes. Et vous savez que toute la vie sur Terre repose sur l'énergie solaire qui est captée par les chloroplastes des cellules des plantes vertes, à partir desquelles la matière organique est faite. Et après, vous associez un petit peu d'azote et vous avez le monde vivant. Et sans ces chloroplastes, qui sont d'anciennes bactéries symbiotiques, et sans les mitochondries, qui sont d'autres bactéries symbiotiques, on n'existerait pas. Et le plus extraordinaire, c'est que finalement, si je retire de moi ce qui n'est pas moi, c'est-à-dire les mitochondries de toutes mes cellules, un petit bout de mon ADN qui est sans doute correspond à des virus que mes ancêtres primates ou mes ancêtres reptiles, avant même d'être mammifères, ont acquis, je ne suis pas viable. Aucun d'entre nous n'est viable si on retire de lui tout ce qui n'est pas lui. Et donc nous sommes tous des exemples d'associations, d'êtres vivants différents, et la vie repose sur cette collaboration entre vivants différents. Et bien sûr, de temps en temps, il y a une bactérie ou un virus qui peut nous embêter, nous rendre malades. Évidemment, ça existe. Mais à l'échelle de la vie et de son évolution, c'est vraiment l'association gagnant-gagnant, ce qu'on appelle une symbiose, qui explique le succès du monde vivant. Et c'est quelque chose qui n'était perceptible qu'à partir du moment où on a eu les outils pour aller voir au-delà ce que nos sens directs permettaient d'observer. Tant qu'on ne voyait pas plus petit que nous, c'est comme les instruments pour aller voir dans le ciel les planètes. Il fallait avoir des gros appareils pour commencer à comprendre et découvrir ce qui se passait vers le haut, mais vers le bas également, il fallait des instruments adaptés. Et finalement, si je retire de moi tout ce qui n'est pas moi, je ne suis pas viable. C'est quand même assez étonnant comme histoire. Et donc, un individu, c'est un ensemble. Aujourd'hui, on dirait, est-ce que mes mitochondries, elles sont moi ou pas moi? En fait, elles ne sont pas complètement moi. Elles ont une certaine histoire ancienne et elles ont gardé un peu d'acide nucléique de leur passé bactéries libres. Évidemment, ça s'est passé il y a très longtemps. Mais du coup, ça veut dire que finalement, on a tous besoin d'un autre pour vivre. Et en fait, chacun d'entre nous est l'exemple qu'on a besoin d'autres pour exister. Et c'est quelque chose qui peut-être, pour un médecin ou même pour un vétérinaire, donne un regard un peu différent sur ce que peut être une maladie microbienne, j'entends, je ne parle pas des maladies dégénératives ou des maladies cancéreuses. Je vais rester dans le domaine que je connais un petit peu, qui est le domaine des maladies infectieuses. Et donc tout ça, ça peut donner des réflexions sur le fait que la vie en symbiose, c'est le fondement de l'évolution de la vie, et donc ça a peut-être des conséquences sur la façon dont nous vivons. Et je vais donner un autre exemple où vraiment on a été un peu surpris de comprendre comment les choses fonctionnaient sur les mammifères, qui sont le groupe dans lequel nous sommes un mammifère. On a beau dire ce qu'on veut, nous sommes un primate, et les primates sont des mammifères. Les premiers mammifères pondaient des œufs et étaient quand même mammifères. Ce n'est pas le fait de pondre un œuf ou pas qui fait un mammifère, c'est le fait que la femelle allaite le jeune avec du lait, avec une glande mammaire. Et puis, ces animaux-là, donc, n'ont pas de gestation intra-utérine. Ils pondent des œufs, ils couvrent l'œuf, et après, le petit, une fois qu'il a éclos, il tète le lait que la mère produit. Après, on a les marsupiaux, comme les kangourous, par exemple, et la gestation ne dépasse pas 2 à 3 semaines. Et si vous connaissez un tout petit peu les problèmes et les discussions autour des greffes et des rejets des greffes, 2 à 3 semaines, c'est en général le temps nécessaire pour qu'une greffe faite d'un individu à un autre qui n'a pas le même patrimoine génétique soit rejetée. Il se pourrait que les marsupiaux n'aient pas complètement maîtrisé le problème de la gestation intra-utérine parce que génétiquement, l'embryon est différent de la maman. Et il n'y a aucune raison de comprendre pourquoi il n'est pas rejeté comme une greffe. Vous savez, quand on fait des greffes entre parents, entre personnes, on assure que la proximité génétique entre le donneur et le receveur, sinon il y a beaucoup de chances malheureusement qu'il y ait un rejet. Et les marsupiaux n'ont peut-être pas complètement maîtrisé. Et peut-être que nous, placentaires, alors j'ai pris un exemple, ce n'est pas un primate, mais c'est un placentaire, la maman, elle garde le petit jusqu'à la fin de la gestation et elle maîtrise le phénomène du rejet. Et comment ça s'explique ? Aujourd'hui, on admet que
les mammifères, donc vous avez la diversité des mammifères ici, et le temps en bas en millions d'années. Donc 150 millions d'années, ça fait loin. Ça fait loin, c'est l'ère secondaire. Apparemment, donc, les premiers, les ornithorynques et les échidnés qui pondent des œufs, ils sont apparus avant l'acquisition, dans la lignée qui devient tous les mammifères d'aujourd'hui, des gènes qui permettent de ne pas avoir le rejet de l'embryon. Et ce sont des gènes qui viennent de virus. Et ce sont des virus qui ont donné aux mammifères que nous sommes la possibilité d'héberger dans notre utérus, enfin quand je parle de mon utérus, ce n'est pas le mien, enfin on est d'accord que je vais un peu vite, hein. La moitié des humains peuvent dire ça et l'autre moitié ne peut pas le dire, on est d'accord. Hein. Je ne me mets pas à la place, je reste à ma place. Mais en tout cas, on a, et ce qui est intéressant d'un point de vue zoologique, c'est qu'on a différents types de placentation chez les mammifères, et ça correspondrait à autant d'acquisitions de gènes venus par des virus, qui seraient même des rétrovirus, et qui ont donné les différentes possibilités de placentation et de conservation de l'embryon jusqu'à la naissance chez les mamans, chez les mères. Et donc, nous sommes mammifères parce que nos ancêtres ont croisé des rétrovirus qui ont permis au génome de l'espèce humaine et de tous les mammifères en général de conserver l'embryon pendant la gestation sans l'expulser et de faire des beaux bébés comme vous avez tous compris comment ça se passait. Voilà. Donc c'est quand même intéressant d'imaginer ça. Et donc, finalement, je vais quand même me limiter donc aux maladies microbiennes pour un petit peu discuter de tout ça. On a d'un côté des maladies animales, on a d'un autre côté des maladies humaines, mais je vous rappelle que nous, humains, on est une espèce parmi 6500 mammifères. Donc c'est sûr que le point de vue des humains, on est sans doute le seul à en parler. Genre, aucune autre espèce de mammifère ne parle des humains ou des éléphants ou des girafes. Nous, on a cette capacité de parler des autres et de se comparer. Mais d'un point de vue biologique, on est juste un par 1500. Et de temps en temps, on est capable d'échanger des microbes, ce qui n'est pas automatique. Hein. N'importe quel microbe ne passe pas d'une espèce à une autre sans possibilité de le faire. Et ce qui est assez étonnant à comprendre, c'est que les maladies qui vont nous intéresser ici, ça s'appelle des zoonoses, et sont des maladies dont l'agent responsable circule régulièrement entre les humains et les non-humains, chez les mammifères, et ça marche dans les deux sens. Nous, on peut être une source de contamination pour d'autres espèces, autant que d'autres espèces peuvent être source de contamination pour nous. Et on a deux schémas possibles, enfin, je prends les deux extrêmes. Tous les cas de rage aujourd'hui sont liés, chez des humains, j'entends, sont liés à une contamination, essentiellement par un chien domestique d'ailleurs, qui contamine un humain, et c'est vraiment la source majeure, presque exclusive des cas de rage, mais il n'y a pas d'adaptation de virus de rage chez les humains. Par contre, si on va vers Ebola, vers la dengue, peut-être des maladies dont vous avez entendu parler, on a des réservoirs animaux, on a des cas vers les humains, des petits foyers, et puis si on maîtrise assez rapidement, ça s'arrête, il n'y a pas d'installation de ces virus chez les humains. Et puis on a le schéma qu'on a découvert malheureusement à nos dépens dans le courant du XXe siècle, qui s'appelle le sida. Alors le schéma, en fait, ici, c'est un primate non humain qui est dessiné. Il ne faudrait pas écrire HIV, il faudrait écrire SIV, S pour simian et H pour human. C'est évidemment les sigles anglais. En fait, les premiers virus, les seuls virus qu'on connaisse chez les singes non humains ne sont pas les virus du sida, mais des virus, rétrovirus de singes, qui ne sont pas les mêmes. Et au début du XXe siècle, dans des conditions qu'on ne connaît pas, ces virus sont passés aux humains, et depuis, 100% de l'histoire du sida s'explique par des relations intra-humaines. Alors, ici, on a une maladie dont le réservoir animal continue à contaminer les humains. Et là, on a une maladie dont l'origine est certainement animale, il n'y a aucune discussion, mais aujourd'hui, l'agent s'est complètement, il y a quelques agents différents, une dizaine de virus différents, complètement adaptés aux humains, et il n'y a plus du tout de retour vers le réservoir animal. Et donc, ça nous donne des schémas un peu différents en fonction des espèces. Alors, quel est un des phénomènes intéressants pour les conséquences sanitaires qui est propre aux humains, parce que je ne connais pas beaucoup d'autres espèces qui ont vraiment domestiqué des animaux. Alors on parle des fourmis, mais c'est un peu différent avec les pucerons. Nous avons domestiqué des mammifères et quelques oiseaux. Et qu'est-ce que ça veut dire, domestiquer? C'est mettre dans la maison, habiter dans la même maison. Et plus on habite en proximité avec quelqu'un d'autre,
humain ou pas humain, plus on augmente les probabilités d'échanger des microbes. Et donc, cette proximité, et le chien qui est là, c'est le plus ancien animal mammifère domestiqué, c'est 15 000 ans, c'est même avant qu'on ait domestiqué les animaux de ferme, les animaux de rente. Le chien a été domestiqué pour différentes raisons, peut-être pour compagnon de chasse, pour aider les humains à attraper leur gibier. Il y a aussi des cas où le chien sert de couverture chauffante naturelle lorsque les nuits sont fraîches. Il y a vraiment des proximités assez grandes. Le problème, c'est que plus on cohabite, il y a une phrase assez belle, hein, qui dort avec son chien, se lève avec ses puces. Eh bien, c'est pas faux en fait, c'est pas faux du tout. Et il peut se lever aussi avec ses virus. Et donc, c'est sans doute ce qui s'est passé dans plusieurs cas. Et ce schéma montre que plus nous avons un passé assez long avec des espèces animales, plus les probabilités d'échange des microbes sont grandes. Et en bleu, vous avez des animaux qu'on n'a pas vraiment domestiqués, mais qui se sont auto-domestiqués, c'est possible. Les rats et les souris, on ne leur a rien demandé. Mais imaginez au début du néolithique, lorsque l'homme invente l'agriculture et invente les premiers greniers à grains, la première souris qui tombe sur un grenier à grains, elle était au paradis, la souris. Elle avait exactement tout ce dont elle avait besoin, avec une petite maison à côté. Et depuis, ils ne nous ont plus lâchés. Mais évidemment, il y a eu des conséquences sanitaires avec ce voisinage. Et les animaux domestiques, je vais un tout petit peu insister avec eux, parce que c'est quand même quelque chose qui est propre à notre espèce. Et c'est vraiment une relation qui a plein d'avantages pour nous. Je ne sais pas trop quels sont les avantages pour eux, on peut en discuter, mais en tout cas, qui n'a pas été sans conséquences sanitaires pour les humains que nous sommes. Et par exemple, voici quelques chiffres hein, sur donc au début du XXe siècle, on pense qu'on avait un demi-milliard de bovins domestiques sur Terre. Aujourd'hui, on est à 1,6 milliard. Ça commence à faire du monde. Et puis, les petits ruminants, donc les chèvres et les moutons, les porcs et les volailles. Et les volailles, bien sûr, à chaque instant, il faut imaginer qu'un poulet domestique, ça vit de moins de 2 mois. Donc, vous imaginez sur l'année le nombre de poulets. En France, on abat 890 millions de poulets tous les ans. Donc, c'est des volumes extraordinaires. Et évidemment, si jamais il y a un virus qui rentre dans ces élevages, on va en dire un mot, ça peut avoir des conséquences assez désagréables, économiques et sanitaires. Et il y a vraiment eu une révolution. Alors, ce mot révolution, on peut l'utiliser de plein de façons différentes, mais la révolution néolithique, quand on est passé de chasseurs-cueilleurs à agriculteurs, ça a vraiment modifié considérablement notre écosystème et l'écosystème de la planète. Il y a 10 000 ans, si on arrondit à 10 000 ans, si on prend la biomasse, les kilos de mammifères sur Terre, je ne prends que les mammifères et je laisse de côté les mammifères marins comme les baleines et les dauphins. Vous aviez 1% de poids d'humains il y a 10 000 ans sur Terre, et les 99% de kilos qui restaient, c'était les sauvages. Alors pas que des éléphants, mais les souris, les chauves-souris, les antilopes, enfin tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, on pense qu'il reste entre, en kilos, 1 à 3 kilos de mammifères sauvages. Les humains, nous, on fait un bon tiers de la biomasse des mammifères, et les 70% qui restent, j'arrondis à 70, ce sont nos animaux d'élevage. Et c'est évident qu'avec cette quantité et cette biomasse, si jamais certains micro-organismes s'adaptent à cet environnement-là, et comme on cohabite avec eux, ça peut avoir des conséquences quand même. Et donc il y a vraiment des mesures à prendre. Il faut être absolument responsable par rapport à tout ça. On est dans un système où on a vraiment complètement changé les relations avec le monde vivant, et ça peut être un tout petit peu inquiétant. Alors, il y a un exemple qui est assez spectaculaire. C'est le premier que je vais vous proposer. Alors, chaque exemple propose des différentes conclusions, différentes discussions. Enfin, je vous force pas à conclure comme moi. Je vous donne les éléments et après, je vous les laisse digérer un petit peu. Donc, tous nos bovins domestiques, à bosse ou sans bosse, donc les zébus de zones tropicales comme nos vaches corses ou continentales, elles descendent de l'aurochs, qui était un grand bovidé sauvage qui était présent depuis l'Afrique du Nord, à travers toute l'Europe et toute l'Asie, mais qui n'a jamais atteint l'Amérique. C'est important. Tout à l'heure, vous verrez, il y a une conséquence intéressante, ou même un peu triste. Et ce bovin, il devait héberger un virus que les éleveurs connaissent depuis qu'on a des tarassécrites de l'élevage, et qu'on appelle maintenant le virus de la peste bovine,
qui est un virus qui, curieusement, est très proche, d'un point de vue génétique, du virus de la rougeole. Et une des hypothèses, c'est qu'on a domestiqué les vaches, enfin, on a domestiqué le rox qui a fait les vaches, dont nous mangeons les beefsteaks, dont nous profitons du lait pour faire des fromages, mais en même temps, on a récupéré la rougeole. Et on est le seul primate avec un virus de cette famille-là, paramyxovirus, genre morbillivirus. Et donc, l'hypothèse actuelle, alors on peut en discuter, c'est que la domestication des bovins nous a donné, comme conséquence négative, la rougeole. La peste bovine est une maladie qui a vraiment marqué beaucoup l'élevage et la profession vétérinaire, au moins des pays occidentaux, jusqu'au milieu du XXe siècle. Et au milieu du XXe siècle, l'OIE, qui s'appelle maintenant l'OMSA, et la FAO, ont lutté avec un grand programme international de lutte contre cette maladie. Et c'est le second virus qui a été éliminé après la variole humaine. C'est le seul d'ailleurs, enfin ça fait que deux. Chez l'homme, c'est la variole. Chez les animaux, c'est la peste bovine. En 2011, on a éliminé le virus de la peste bovine dans les élevages. Ce virus était arrivé en Afrique à la fin du XXe siècle avec le corps expéditionnaire italien qui voulait envahir l'Éthiopie, et ça a ravagé le continent en déstructurant à la fois les troupeaux sauvages, mais les troupeaux de tous les nomades de toute la zone sahélienne de l'Afrique jusqu'en Afrique du Sud, et ça a été vraiment quelque chose de dramatique d'un point de vue zoologique, économique et humain également. Mais le virus peste bovine, entre-temps, il était devenu virus de la rougeole chez les humains. Et qu'est-ce que font les humains ? Eh bien, ils ne vaccinent plus les enfants. Et je ne sais pas si vous avez un peu suivi ce qui se passe en Amérique du Nord en ce moment, avec les États-Unis. Je rappelle quand même qu'en 1973, moi j'étais déjà né, 130 millions de cas, dont 8 millions de décès de rougeole sur la planète. C'est à peu près les chiffres, c'est pas très différent de ce qu'on a vu pour Covid en 2020-2021. On a vacciné avec un programme mondial de vaccination et on est passé au début du XXIe siècle à 80 000 décès, c'est quand même mieux que 8 millions. Et depuis une quinzaine d'années, depuis le début du XXe siècle, le XXIe siècle, il y a une tendance. Alors, comment l'expliquer ? Je ne sais pas trop. C'est sûr que c'est une maladie qu'on a un peu oubliée. En 30 ans, on ne se rappelle plus, les parents ne se rappellent plus, etc. Mais ça revient. Et on commence à avoir des meurtres de jeunes adultes de rougeole en Amérique du Nord et en Europe de l'Ouest. Quel intérêt ? Est-ce que c'est vraiment quelque chose de bénéfice ? Et la question qu'on peut se poser, c'est qu'aujourd'hui, on a 1,5 milliard de bovins, on a de plus en plus de personnes qui sont contaminées par la rougeole. Est-ce que le virus, le morbillivirus, il ne pourrait pas... Alors ça, c'est vraiment une question complètement libre, il n'y a aucun argument, aucun élément, mais on est dans un schéma où c'est peut-être nous qui pourrions recontaminer nos compagnons, nos bovins d'élevage. Enfin, ça serait quand même un schéma assez dramatique. Autre exemple, avec non pas des mammifères comme les bovins, mais les oiseaux. Peut-être vous savez que la grippe contre laquelle moi je me vaccine depuis déjà un certain temps tous les ans, c'est un virus d'oiseau. Et il est passé aux mammifères depuis déjà quelque temps. Et ce sont d'ailleurs des virus assez étonnants, puisqu'on a toute une diversité, on les appelle H et N à cause de deux protéines de surface. On a vraiment une grande une grande diversité de virus influenza aviaire, avec dans chaque cas des formes extrêmement pathogènes pour les oiseaux, moyennement pathogènes ou pas du tout pathogènes. Et une des maladies qui a dû le plus tuer du monde, c'est la grippe qu'on appelait espagnole. Alors vous savez, c'était pendant la Première Guerre mondiale, et la guerre ne touchait pas l'Espagne, et donc la communication était plus libre avec l'Espagne qu'avec le reste de l'Europe qui était en guerre. Et donc eux, ils ont parlé de ce qui se passait chez eux. Donc il y avait la grippe qu'on a appelée espagnole, parce que ce sont les seuls qui en parlaient à l'époque. Mais ce n'est pas du tout un virus espagnol, croyez-moi. Il vient d'ailleurs. Et depuis le début du XXIe siècle, on a, et on ne sait pas forcément l'expliquer, une recrudescence de virus d'influenza. Et en 1997, alors voilà le schéma global des virus de la grippe, les oiseaux d'eau, canards, et les mycoles, donc les bécassos, les chevaliers, les avocètes, ce sont les oiseaux qui sont naturellement, a priori, les réservoirs de ces virus. Et on sait que ces oiseaux ont transmis aux mammifères marins. On a des épidémies chez les phoques de grippe. On a des épidémies chez les chiens, chez les chevaux, chez les porcs et chez les volailles. Et ces deux-là peuvent être en très grande quantité
dans des porcheries, dans des poulaillers et au contact des humains. Et en 1997, c'est pas si vieux, on a eu le premier passage direct documenté d'un virus d'oiseau à un humain. Et l'humain est mort d'ailleurs. Et ce qui est assez étonnant, c'est que depuis, on a une centaine de cas de passage, non, un millier de cas, pardon, de passage d'oiseaux à humains en Asie. 50% à peu près des cas sont morts, mais heureusement, aucun des cas humains n'a contaminé un autre humain. Le passage s'est fait de l'oiseau à l'humain, et c'est tombé dans les parties profondes de l'appareil respiratoire. Il n'y a pas eu de recontamination à partir de cet humain-là d'autres humains. Mais à force d'insister, on pourrait avoir des mauvaises surprises. Quand vous imaginez des élevages de poulets, en 2022, un élevage dans l'ouest des États-Unis a été touché par la grippe aviaire, parce que ça a été vraiment presque universel. Il y avait 1 million de poulets. Il a fallu une semaine pour tuer tous les poulets et pour les éliminer. Et tant que le poulet est vivant, même malade, il crache du virus. Et donc, ça fait des aérosols. En 2022-2023, on a eu des élevages de Vendée qui ont été touchés par ces virus. Et les élevages contaminés ont fait des aérosols qui ont contaminé les élevages sous le vent. Et ça a été assez dramatique. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais c'était quelque chose d'assez impressionnant. Et je rappelle qu'aujourd'hui, 70% de la biomasse en oiseaux, ce sont des oiseaux d'élevage. Les oiseaux sauvages, il ne reste plus qu'un tiers à peu près pour eux. Et donc, c'est évident que ce genre de concentration économique, mais il y a un moment aussi où quand même, si on ne maîtrise pas les conséquences sanitaires, c'est peut-être le moment de se poser la question, comment on fait? Alors le schéma, tout à l'heure, je le trouvais assez organisé. On peut le présenter d'une façon un peu plus libre, mais ce qui est vraiment impressionnant, c'est ici, depuis 2024, ça fait à peine plus d'un an, même pas un an et demi, on a découvert que les vaches aux États-Unis hébergeaient le virus, le transmettaient par le lait, ça diffuse au niveau du pays, ça diffuse entre les élevages. On a de plus en plus de cas humains qui, pour l'instant, ne sont pas capables, lorsqu'ils sont contaminés, de toucher un autre humain. Mais vous avez un peu suivi comment ça se passe au niveau du CDC. Enfin, l'Institut Pasteur américain est en train de perdre tous ses moyens. Enfin, le gouvernement américain retire les moyens. On ne surveille pas. Si vous êtes malade et que vous cassez votre thermomètre, ce n'est pas ça qui va vous guérir. Et donc, si c'est un petit peu la pratique actuelle là-bas, c'est un peu dommage parce que comme on continue à exporter, à échanger, on va en dire un mot, le virus, il attend que ça pour se balader et ça risque de mal se terminer. Et un article assez récent qui parle de cette épidémie qui commence à friser, c'est un petit peu le tout début, on espère que ça n'ira pas beaucoup plus loin, mais 3 choses à faire pour réduire le risque de contamination par ce virus d'influenza aviaire. Il faut des médecins, des vétérinaires pour échantillonner, pour chercher les virus là où ils sont et vérifier leur évolution. On sait faire ça d'un point de vue génétique. Est-ce que ce virus est dangereux pour les humains ou que pour les oiseaux, que pour les souris, que pour les chats? On peut faire ça, mais il faut le faire. Il faut des gens qui parlent aux autres gens, qui expliquent qu'il faut se vacciner. Il faut vacciner les personnes âgées dont on sait que le système immunitaire peut être un peu défaillant. Moi, je me fais vacciner tous les ans contre la grippe aviaire. En plus, c'est gratuit. Enfin, en France, c'est gratuit, rappelez-vous. Il ne faut pas hésiter. Et moi, en même temps, je fais faire mon vaccin contre Covid-19 par le pharmacien en bas de chez moi. Et puis, il faut également, au niveau technologique, puisque c'est un virus qui se transmet par voie respiratoire, c'est adapté à chaque virus. Il faut des systèmes qui permettent de ne pas faire des aérosols dans les endroits. Pensez au métro à Paris, j'habite à Boulogne-Billancourt, on prend le métro. Est-ce que le métro ne serait pas, avec le confinement que ça impose et la circulation des rames, un endroit où on pourrait augmenter les probabilités de transmettre un virus comme le virus de la grippe aviaire? Donc ce sont des choses qu'il faut anticiper, qu'il faut faire, mais il faut l'accepter. Et il y a un grand pays en ce moment qui est en train d'oublier tout ça, et on a un peu peur que ça se termine pas très bien pour eux ou pour d'autres. Alors, si on parle des animaux de compagnie, c'est un domaine vraiment différent. Là, on parlait d'animaux avec des impacts économiques. L'élevage, c'est de l'économie. Bon. Alors, nos petits animaux de compagnie, alors là, vous avez un chat qui vit une vie de chat, et là, vous avez un chien qui vit une vie de je ne sais pas quoi. Mais imaginez qu'en Corée du Sud, actuellement, on vend plus de poussettes pour chiens que de poussettes pour bébés. Et je ne suis pas convaincu que ça soit un signe de civilisation. Enfin, je ne sais pas, peut-être que c'est très bien, mais il y a peut-être quelque part une réflexion à avoir. Et donc, je vais donner juste un exemple
par rapport à ces animaux de compagnie pour les risques sanitaires, je vais prendre la rage, qui est une maladie que au moins tout le monde connaît de nom. En France, on a eu Louis Pasteur, et donc on sait ce que c'est. Jusqu'à la fin du XXe siècle, et quand j'étais étudiant, ça remonte au XXe siècle, loin, 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 on connaissait uniquement ce virus-là de la rage qui touchait des quantités d'espèces animales, le chien en particulier, quelquefois des chauves-souris, mais uniquement en Amérique, les ratons laveurs en Amérique, et évidemment les humains, sachant que c'est une maladie assez particulière. À partir du moment où la clinique est apparue, la seule issue, c'est le décès du malade. Inversement, la chance qui existe, c'est que le temps d'incubation entre le moment où la personne est mordue par un animal porteur de rage et où l'incubation arrive à son terme, donne le temps de vacciner après contamination, ce qui est rarissime pour une maladie virale. En général, ce n'est pas possible, on doit se vacciner avant d'être contaminé. Et donc, aujourd'hui, on a découvert des quantités de nouveaux virus qui sont des virus qui donnent une maladie qui s'appelle la rage. C'est la même chose. Et ce sont des chauves-souris qui sont en général porteuses. Sauf que les chauves-souris, elles vivent leur vie de chauve-souris. Je ne sais pas si vous en croisez de près, souvent, tous les jours. Même à Boulogne-Billancourt, je sais qu'il y a des chauves-souris. J'en vois de temps en temps le soir qui se baladent au-dessus de l'immeuble où j'habite, mais je ne les croise pas physiquement. Je ne suis pas en contact avec elles. Et donc, depuis le début du XXe siècle, depuis le début qu'on a des données historiques, je crois qu'en Europe, jusqu'à l'Ukraine, on connaît 4 cas de contamination humaine par chauve-souris. Donc c'est quand même assez raisonnable, si on peut dire comme ça. Par contre, notre ami le chien, là, le plus ancien animal domestique de la compagnie, notre meilleur copain, 99% des cas de rage aujourd'hui sur Terre sont liés à des morsures de chiens. Et le nombre de cas, c'est entre 50 et 60 000 par an. En fait, ce sont des chiffres de l'OMS, et quand vous cherchez comment on les calcule, c'est vraiment extrêmement approximatif. Je ne suis pas convaincu que le chiffre... je pense que ça donne un ordre de grandeur, mais ce n'est pas très, très précis. Et qu'est-ce qui se passe ? On a 200 millions de chiens errants sur Terre, donc des chiens qui, officiellement, n'appartiennent à personne. Alors, ceci dit, à chaque fois que dans un pays où il y a une espèce de volonté de régulation, tout le monde dit non, c'est mon chien, il ne faut pas lui faire de mal, il ne faut pas l'attraper, etc., etc. Sauf que ces chiens-là, c'est là que le virus circule et c'est là que la source pour les humains continue. Et le paradoxe, c'est que depuis l'époque de Pasteur, on sait exactement ce qu'il faudrait faire. Il faut vacciner les chiens errants. Mais dans les pays du Sud, les services vétérinaires s'occupent de l'élevage, ils ne s'occupent pas des chiens. Et les services de santé, ils s'occupent des gens, ils ne s'occupent pas des chiens. Et donc depuis qu'on connaît le vaccin, qu'on sait vacciner, on ne vaccine pas les chiens errants parce que personne n'a les moyens pour le faire dans la plupart des pays. Et la plupart des mortalités, malheureusement, viennent d'Afrique et d'Asie du Sud-Est. Et donc le paradoxe, c'est qu'on sait quoi faire et on ne le fait pas. Et notre ami le renard, là, il a été source d'une épidémie aussi en France continentale de 1968 à 1998. Au début, on a dit, c'est pas compliqué, on va tuer les renards. OK. Eh bien, ça n'a rien fait. Et les renards sont morts de rage, ça c'est sûr, mais encore mieux que les chasseurs ne savaient les tuer. Et quand on a pensé à vacciner les renards, en 2 ans, on avait réglé le problème dans toute l'Europe de l'Ouest. Mauvaise nouvelle en ce moment, vous savez ce qui se passe en Ukraine. C'était un pays qui n'avait pas encore maîtrisé la rage vulpine. Et malheureusement, en ce moment, vous vous doutez que ce n'est pas le sujet numéro 1 dans ce pays. Mais ce n'est pas si loin, c'est pas si loin. Et donc on a des situations où le vrai problème, c'est pas forcément le réservoir, c'est pas forcément l'animal, c'est nous. Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas ? Comment on perçoit tout ça ? Et c'est vraiment un peu dommage parce qu'on a, en tout cas dans le cas de la rage, on a vraiment les outils et on sait comment faire. Voilà. Alors un mot sur les animaux de compagnie exotiques. Donc ce n'est pas les chiens et les chats, c'est ceux qu'on achète en animalerie avec parfois des goûts assez extraordinaires. Est-ce qu'on a besoin d'avoir tout ça chez soi? Ce n'est pas toujours évident. Le souci quand même, c'est que vous avez un marché officiel et donc vous avez un marché parallèle. Et le marché parallèle, par principe, s'il veut être concurrent, il évite un petit peu les contrôles, ça coûte moins cher et donc on n'a pas toujours entre les mains les garanties sanitaires. Et en bas à gauche, des chauves-souris en papillotes. Donc les chauves-souris, on a dit un mot à propos de la rage, on peut en dire un mot sur d'autres virus. On trouve en ce moment, c'est une photo que j'ai faite en 2019, un peu avant Covid d'ailleurs, une bourse aux insectes ouverte à tous. Et à côté des insectes vivants en boîte qui étaient vendus,
on vendait des chauves-souris sèches en papillotes. Donc il y avait une petite jolie là, parce qu'elle est pleine de couleurs, elle se vend. Et là, il y avait une petite roussette. Et c'est des chauves-souris. On était quand même, on connaissait le SRAS, le premier de 2003. Ça venait d'Asie, c'était écrit Indonésie, capturé l'année précédente. J'ai demandé à 2 ministères, Agriculture, Santé, comment on fait, quelle autorisation pour vendre ça sur un marché libre. Aucune réponse aujourd'hui. Voilà. Donc, mais en même temps, on fait des choses quand même étonnantes. On est quand même capable de faire des choses étonnantes. Alors si on prend l'exemple des animaux sauvages strictement, vous avez une maladie que vous connaissez peut-être de nom, qui est la maladie de Lyme, qui est une maladie qui tourne avec les tiques, et c'est une bactérie dont le réservoir est constitué par les petits rongeurs. Et les tiques sont des animaux tout à fait étonnants, ce ne sont pas des insectes, ce sont des animaux qui ont 3 stades, qui font 3 repas de sang dans leur vie, 3 repas tout court dans leur vie, un à chaque stade. Et normalement, c'est un stade par an, mais ça peut être encore moins. C'est des animaux qui sont extrêmement résistants, qui sont très simples, mais extrêmement efficaces. Et ils se nourrissent, la larve se nourrit sur un petit rongeur, elle récupère la bactérie, il n'y a pas de transmission par les œufs, et si jamais une tique porteur de la bactérie se nourrit sur un humain, on est malade. Les cerfs nourrissent très bien les tiques, mais éliminent la bactérie, il n'y a pas de conséquences. Ils ne sont pas réservoirs. Et notre copain renard, encore lui, il mange des campagnols. Il mange les rongeurs qui sont porteurs, qui sont réservoirs. Or, vous savez, ce n'est pas moi qui vous l'ai expliqué, que souvent le renard, il n'a pas très bonne presse. Je ne sais pas ici, mais en tout cas sur le continent, c'est un animal qui est gibier et qui est classé nuisible lorsque la chasse est fermée. Et donc, il y a des gens qui ont fait des études assez intéressantes. Là où on tue les renards, on augmente le nombre, enfin, c'est plutôt le contraire. Là où on laisse tranquilles les renards, le nombre de tiques infectées par la maladie diminue. Inversement, si vous chassez les renards, eh bien, vous avez une plus grande chance de tomber sur une tique qui est porteuse de la bactérie. Donc, si on veut protéger les humains, il faut laisser tranquilles les renards, faire leur boulot, et en plus, ils le font bénévolement. Ils mangent les campagnols, et vous avez moins de chances, en vous baladant, de vous faire mordre par une tique porteuse de la bactérie. Peut-être que vous serez quand même mordu par la tique, mais il n'y aura pas de conséquences pour la bactérie. Donc, voilà. Ce n'est pas vrai partout. Il y a des données qui ont été faites à des endroits différents, Europe et Amérique du Nord, mais c'est une indication sur le fait que dans l'écosystème, tout le monde est en relation avec tout le monde. Et si on veut mettre les humains là-dedans, il faut en tenir compte quand même. On doit en tenir compte. Alors, une maladie qui peut-être a été évoquée jusqu'ici, mais qui a beaucoup fait parler d'elle sur le continent, dans les Alpes, c'est la brucellose des bouquetins dans le massif du Bargy, en Haute-Savoie. C'est une histoire un peu triste, mais regardez... Donc vous avez un bouquetin, et là vous avez un troupeau de bouquetins, et dans le rond bleu, vous avez une biquette domestique. Et les chèvres et les bouquetins sont des animaux, 2 espèces différentes, mais proches. C'est des cousins de première génération. Ça peut s'hybrider d'ailleurs. Et donc il n'y a aucune raison qu'une biquette, alors ce n'était pas la chèvre de M. Seguin, parce qu'elle a été voir des copains bouquetins, mais c'est une chèvre qui a quitté son troupeau domestique, qui a quitté son propriétaire, et qui a refait sa vie avec des bouquetins. Sauf que il est possible que celle-là, ou une autre en tout cas, une autre, était porteuse de la bactérie Brucella et elle est transmise au bouquetin. Et c'est resté inapparent pendant une quinzaine d'années. Et en 2011, on a eu en Haute-Savoie 2 cas, 2 enfants, un hospitalisé et l'autre moins sévère, de brucellose, sans aucune explication. On n'a pas su pourquoi ces enfants avaient été touchés par la brucellose. Un peu plus tard, en janvier 2012, un bovin avorte dans une exploitation de la même vallée. Et en fait, on s'est rendu compte que le troupeau en question avait quelques vaches qui étaient porteurs de la brucelle, et la brucelle passe par le lait et passe dans le fromage au lait cru. Et les enfants qui avaient été malades avaient mangé une tome blanche, qui est un fromage fait au lait cru à partir de cette exploitation. Par contre, le fromage célèbre de la Savoie, c'est le reblochon. Mais le reblochon a un affinage qui élimine les risques de bactéries. Mais alors, localement, c'est une nuance qui n'a pas été bien saisie, et donc c'était les bouquetins ou le reblochon. Bon, ce n'était pas une façon très synthétique de résumer les histoires. Ça s'est quand même terminé par l'abattage de 450 bouquetins sur quelques années, sans aucun prélèvement sur les bouquetins qui ont été éliminés. Et aujourd'hui, on n'est toujours pas sorti de l'histoire. On a fini par faire monter Donc il y a eu de plus en plus de bouquetins malades parce que quand on a tué les bouquetins, on a tué ceux qui étaient les plus faciles à tirer, mais pas les gros mâles un peu malins qui étaient cachés hors de portée des fusils. Et donc du coup, ça a été
Enfin, il y a eu des mélanges entre les bouquetins qui ont permis à la bactérie d'augmenter en prévalence et quelques bouquetins qui ont été voir les copains sur le massif d'à côté. Et donc, on est passé du Bargy aux Arabis. Et c'est une histoire qui n'est pas terminée, avec des gestions qui ont été sous pression par des réflexions politiques qui n'ont pas toujours suivi des raisonnements scientifiques. Mais on est des humains et on ne fait pas toujours les choses idéales. Ça, c'est clair. Alors, une histoire... je ne sais pas si elle est belle, mais on va un petit peu s'éloigner de chez nous. On va prendre un exemple un peu plus lointain. Ça se passe en Australie. Et peut-être ça vous dit quelque chose. À la fin du XXe siècle, dans les années 1990, on découvre un nouveau virus en Australie qui s'appelle le virus Hendra, qu'on a appelé Hendra, qui tue des gens et qui tue des chevaux. Et on découvre que ce virus est porté par ces jolies chauves-souris. Alors c'est vraiment des animaux intéressants. Donc c'est beaucoup plus grand que les nôtres. Ça fait à peu près 1 kg. L'envergure fait 1,20 m. C'est vraiment des jolis animaux qui sont frugivores, qui mangent des fruits. Et en 2 ans, une publication, c'est 2022 je crois, qui analyse 25 ans de données qui expliquent les pics de foyer chez les chevaux et chez les humains, comment expliquer cette émergence et comment expliquer cette maladie. L'Australie était habitée par des aborigènes depuis des milliers d'années. Les Européens arrivent il y a 200-300 ans. Et qu'est-ce qu'on fait? Alors on appelle ça mettre en valeur. Donc on coupe la forêt, on remplace par des cultures, et on plante des arbres fruitiers. Et les chauves-souris frugivores, quand elles n'ont plus à manger dans la forêt, elles viennent près des gens. Et de temps en temps, vous avez également le phénomène El Niño qui était indiqué sur la diapositive précédente, changement climatique, pas de pluie, pas de nourriture dans les forêts ne fructifient pas, et les chauves-souris viennent encore plus près des gens. Et les humains, les Européens, ont apporté les chevaux, qui étaient absolument inconnus dans ce pays. Il n'y avait que des marsupiaux pratiquement, et des rongeurs, et les chauves-souris qui ne sont pas des marsupiaux, hein, on est d'accord. Et en fait, le cheval, alors sans faire de jeu de mots, c'était le cheval de Troie pour le virus. Le cheval a récupéré, sans doute par l'éjection, par les fruits que les chauves-souris ont fait tomber, qu'ils ont avalés ensuite. Il devait y avoir le virus dans la salive. Et les chevaux ont fait une maladie. Et les premiers vétérinaires qui ont soigné ces premiers chevaux sont morts de la maladie. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que des anthropologues français ont interrogé les aborigènes. Il n'y a aucune association de maladie avec les roussettes. Ce sont des gens qui les ont toujours connus, qui parfois les chassent, parfois c'est des totems. Il y a des façons différentes de les observer en fonction des communautés. Mais cette maladie-là n'a jamais été connue de mémoire d'aborigènes avant l'arrivée des Européens. Donc on a modifié un système, on a introduit une espèce qui n'était pas présente et on a fait émerger quelque chose qui n'était pas connu jusque-là. Voilà. Alors, un petit mot sur un sujet qui a été abordé il n'y a pas très très longtemps. Donc, je parle que du SARS-1 et du SARS-2. Donc, le SARS-1, c'est 2002-2003, et puis le 2, c'est celui de Covid, en fait. Alors, voilà une petite civette palmiste masquée. C'est mignon quand même, hein, c'est mignon. Dans un élevage où elles étaient élevées plutôt pour la consommation que pour autre chose. Et puis voilà le petit rhinolophe. Alors, c'est pas lui, hein, celui-là, c'est pas celui de Chine, c'est celui d'un archipel un petit peu au sud, avec son drôle de nez. C'est sans doute une espèce proche qui hébergeait un virus, mais à ma connaissance, on n'a jamais isolé chez aucun animal le virus du SARS-1 comme du SARS-2. On a trouvé des virus proches qui étaient sans doute ancestraux ou parents ou en communauté, mais le virus qu'on a trouvé chez les humains n'a jamais été trouvé ailleurs que chez les humains. Alors c'est un peu différent avec le Covid parce que nous, on a contaminé nos chats, nos chiens et nos visons dans des fermes, mais le point de départ, il reste encore avec des points d'interrogation. Et à l'époque, en 2003, j'ai eu la chance de faire plusieurs missions en Chine à cause de cette histoire-là. Donc voilà, un élevage de civettes. Alors quand vous commencez à mettre des animaux dans les cages, les unes à côté des autres, avec des couples, etc., si un virus rentre là-dedans, ce n'est pas ça qui crée le virus, on est d'accord, mais vous créez les conditions pour que si le virus arrive, il puisse se multiplier. Et donc, c'est sans doute à partir de ces civettes que le virus récupéré, on ne sait pas trop comment, est passé aux humains sur un marché pas très loin, donc à Canton, Guangdong. Voilà. Et le marché en question, voilà. Alors là, si vous voulez tester les probabilités d'échange entre virus, entre canards, entre humains, vous faites comme ça. Et on peut presque dire que finalement, ça passe pas si bien. Parce qu'ils ont quand même fait ça pendant longtemps là-bas. Mais rappelez-vous, ça ce sont des photos, donc 2003. En 2020, moi j'étais déjà à la retraite, donc je n'étais pas du tout concerné. J'ai quand même un petit peu écouté les nouvelles à ce moment-là. Je n'ai pas vu une photo
de 2019 ou de 2020 qui montre comment étaient les marchés. Parce qu'après le SARS 1, il a été dit on arrête les marchés où on vend les animaux vivants. Le mot anglais, c'est wet market. Ça veut dire marché mouillé. Je ne sais pas pourquoi mouillé, je ne sais pas exactement pourquoi. Mais on peut comprendre qu'au Moyen-Âge, quand il n'y avait pas d'électricité, la garantie pour avoir un produit frais, c'était qu'il soit vivant. Mais actuellement, il y avait un petit peu à gauche là, de la photo, les bacs où étaient les poissons et les crustacés, alimentés par des moteurs électriques. Il y avait le courant électrique, enfin, il y a des lampes, voilà. Donc, on a des réfrigérateurs. Mais dans ces conditions-là, si la tradition va au-delà de ce qui paraît un peu raisonnable, là, c'est un tout petit peu dommage. Alors, le seul exemple que je vous propose avec des chauves-souris, mais qui n'est pas microbien, c'est un exemple qui a été publié il y a juste un an dans la revue Science, et qui montre les conséquences d'une introduction de champignons en Amérique du Nord, avec un drôle de nom, mais destructans, c'est pas gentil. Hein. Quand on s'appelle comme ça, c'est qu'on doit faire des dégâts. C'est un champignon qui existe en Europe, mais dans les cavernes, dans les grottes. Apparemment, les chauves-souris européennes le connaissent et n'ont pas de réaction particulière. C'était introduit sans doute par des spéléologues dans des grottes américaines, et les chauves-souris ont été décimées. Et on pense que des millions de chauves-souris insectivores ont disparu. Et en conséquence, c'est ce qu'a fait ce monsieur-là. Il a été vérifié sur le centre des États-Unis, donc la ceinture de maïs, de céréales, les pratiques agricoles avec la chute des chauves-souris qui a entraîné une augmentation de toutes les populations d'insectes ravageurs de ces cultures. Et en fonction des comtés, au sens politique et administratif, il a regardé là où les gens avaient modifié leurs pratiques, où ils avaient simplement augmenté les pesticides. Et ce qui est assez dramatique, c'est qu'à la fin de l'histoire, il arrive sur une augmentation de la mortalité infantile largement significative. Et sur les surfaces qu'il a traitées, il arrive à plus d'1 millier de surmortalité d'enfants sur ces années, puisque le champignon est arrivé en 2006, si je me rappelle bien. Et donc, il a fait ça, donc, publié en 2024. Et donc, nos pesticides, alors c'est sûr qu'on peut dire phytosanitaire, ça fait moins agressif, mais ce sont quand même des biocides, des produits qui ont comme objectif de tuer un certain nombre d'êtres vivants. Et parfois, la limite est, on marche tous sur le même principe physiologique. Hein. On n'a pas tous la même température, on n'a pas tous la même tête, mais les réactions chimiques à l'intérieur de chacun d'entre nous, de chacune de ces espèces, ont quand même beaucoup d'analogies. Alors maintenant, nous, là, les humains, Homo sapiens. Alors, quelques images pour terminer. Révolution néolithique, quand on commence à domestiquer, c'est là, sur un schéma dont l'unité en bas est le millénaire. Et on considère aujourd'hui que nous, on a 300 000 ans. Homo sapiens apparaît il y a 300 000 ans. Vous faites 300 fois ça pour avoir le point zéro. Donc c'est loin là-bas. Et donc pendant très très longtemps, on pense que la population humaine n'était vraiment pas très élevée. Et on a atteint le premier milliard il y a 100 ou 200 ou 250 ans. C'est pas très vieux quand même. Hein. Et la révolution industrielle est à peu près associée. Et aujourd'hui, on a même dépassé avant 2024. Ce schéma date de 2011 et on avait dépassé 8 milliards en 2022. Donc en 200 ans, on est passé de 1 à 8 milliards. Et ma question, c'est est-ce qu'on a été capable d'encaisser cette accélération d'un point de vue social, d'un point de vue politique, d'un point de vue économique? Je ne suis pas convaincu. Et ça pose des problèmes extraordinaires. Imaginez qu'actuellement, on rajoute 1 milliard tous les 13 ans. Bon. Alors, les données actuelles montrent que la démographie se calme un peu. On ne va sans doute pas aller beaucoup plus loin, mais il va falloir quand même, et on a eu une présentation ce matin qui explique, et c'était quelque chose de spectaculaire, qu'un tiers de la production agricole est perdue. Il y a vraiment des progrès à faire dans beaucoup de domaines. Et ce schéma-là, il est aussi assez intéressant. C'est la pyramide des âges depuis 1950, j'étais déjà né, à 2100. Et vous avez les dames à droite et les hommes à gauche. Ce n'est pas très, très différent. Mais vous voyez la forme pyramidale pointue donc, au milieu du XXe siècle. Et comment ça sera, donc nous on est par là aujourd'hui, comment ça sera à la fin de ce siècle. Évidemment, les risques pour les populations, les enjeux sanitaires, les dangers épidémiologiques, les impacts n'ont plus rien à voir. C'est quelque chose, il faut qu'on soit capable d'anticiper les conséquences de ça. Et ce site-là est intéressant parce qu'il vous donne pas mal de schémas sur plein de sujets aujourd'hui. Et qu'est-ce que nous on fait depuis un certain temps? Mais ce n'est pas du tout nouveau ça. Hein. On va partout, on a envahi la planète. Vous avez le port d'Anvers, c'est assez étonnant, vous avez un port comme ça, on ne voit personne, et on voit juste des containers qui montent et qui descendent. C'est assez inquiétant même. Mais rappelez-vous,
ça fait quand même quelques années qu'on a circulé, et quand je dis bel exemple, c'est pas gentil, c'est pas le mot qu'il faut dire, mais un exemple extraordinaire des conséquences de nos navigations, c'est le transfert du virus de la fièvre jaune depuis l'Afrique à l'Amérique. Et c'est passé avec l'esclavage. Là-bas, vous avez un virus qui est présent chez les primates non humains, sans conséquence pour les singes. De temps en temps, vous avez des épidémies en zone urbaine, quand des personnes qui vont se faire contaminer en forêt reviennent en ville. Ce ne sont pas les mêmes moustiques, mais vous avez des moustiques qui contaminent les gens en forêt et d'autres qui font le relais en ville. Et puis, le commerce triangulaire, le fameux, célèbre, dramatique, sinistre commerce triangulaire, a permis au virus de passer l'Atlantique, alors qu'à l'époque, Christophe Colomb a mis 7 semaines pour traverser l'Atlantique. 7 semaines. Aujourd'hui, c'est 6 heures avec Paris-New York. Et là-bas, les primates ont récupéré le virus. Les moustiques locaux qui ne le connaissaient pas l'ont récupéré. Les singes meurent de fièvre jaune et les humains aussi en Amérique. Et ça continue. Les transports aériens, ça a tout petit peu ralenti après le Covid. Mais imaginez, en 2019, on n'était pas encore à 4 milliards d'habitants sur la planète. Et il y avait déjà en quantité plus de la moitié de la population mondiale qui prenait l'avion. Alors, je ne vais rien dire, je ne vais pas donner de leçon à qui que ce soit, parce que moi, je prends l'avion aussi. Mais quand même, avec ces rapidités d'échange, qu'est-ce que vous voulez empêcher? Une incubation de maladies virales comme Ebola, comme fièvre jaune, c'est 2 à 3 jours. Et 12 heures Paris-Singapour, 6 heures Paris-New York. On est derrière les virus. Et comme l'économie semble toujours le plus important, on continue. Réchauffement climatique, un seul exemple, il y a des quantités. En 2014, c'est pas si vieux, la carte européenne du moustique tigre. Et vous voyez la France, uniquement le sud qui est touché. 2024, j'ai mis que la France, donc avec les virus qui vont avec. Donc tout ça, ça avance. Et comme nous, on continue à voyager et qu'on revient de voyage parfois avec des virus, on contamine nos moustiques. Mais ceci dit, il y a peut-être des moustiques qu'on ne connaît pas encore qui vont faire le relais en trouvant que c'est très rigolo de piquer les gens avec des virus. On ne sait pas du tout ce qui peut se passer. Et finalement, pour s'approcher un peu d'une conclusion, c'est sûr que le schéma initial que j'ai récupéré, les flèches, elles sont toutes dans ce sens-là. Et moi, j'ai rajouté celle-là. Voilà. Il n'y a pas que les méchants et les gentils. On est tous sur la même planète. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, on est capable d'aller très très vite au niveau des conséquences d'un passage réussi depuis la gauche vers la droite. Mais il y a quand même deux mots, 2 termes, 2 notions que j'aimerais vous proposer et bien réfléchir. Le danger, ce sont les virus, les bactéries, les maladies. Donc, pas la maladie, le virus. Le virus de la rage, c'est un danger. Le virus de la fièvre jaune, c'est un danger. Le risque, c'est la probabilité que je sois contaminé par ce virus. Mais si je sais où est le virus, je n'ai pas forcément besoin d'aller le chercher ou d'aller rencontrer l'animal que je sais le porter. Et donc, si on est conscient des risques, on est peut-être plus prudent. Et donc, l'idée, ce que j'essaye de défendre, on ne va pas forcément exterminer tous les autres parce qu'ils portent des virus, mais sachant où sont les virus, en tout cas ceux qu'on ne veut pas rencontrer, et laissons-les vivre leur vie. Ça peut être une solution. Alors, il y a une notion indirectement liée aux maladies infectieuses, c'est l'antibiorésistance, parce qu'elle rappelle un tout petit peu le schéma de cette notion d'une seule santé. Vous savez qu'on se traite beaucoup aux antibiotiques, parfois pas toujours bien, et ça dépend des pays, ça dépend de beaucoup de choses. Les vétérinaires, dont je fais partie, utilisent parfois les antibiotiques uniquement comme facteur de croissance pour aller faire grossir plus vite les poulets, les vaches et les cochons, et ce n'est pas une bonne idée. Et en tout cas, en France, on a fait pas mal de progrès de ce côté-là, beaucoup plus qu'avec les engrais, par exemple, avec les pesticides, pardon. On a beaucoup plus été efficace. Alors, je ne dis pas ça parce que je suis vétérinaire, mais voilà, on a fait un peu plus de progrès côté antibiotiques en élevage qu'on a fait de progrès avec les pesticides en agriculture. Ça, c'est clair. En tout cas, on est capable de contaminer un peu tous les compartiments de l'écosystème et on sait que c'est un problème majeur qui va émerger, si ce n'est pas déjà le cas, en tout cas sur une plus grande partie de la surface de la planète. Comment faire pour tout ça? Comment appréhender toutes ces maladies de façon intelligente? Il faut faire de l'interdisciplinarité, interadministration, interinstitution. Est-ce qu'on sait faire ça? Ben non. J'ai eu la chance, ou je ne sais pas si c'est la chance, mais de travailler sur la vache folle, sur la grippe aviaire. On a toujours travaillé, chacun dans son coin, chacun avec sa hiérarchie. Et pour aller voir le voisin, ça a toujours été la croix et la bannière, alors qu'on a besoin de travailler ensemble. Alors le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui parlent de One Health. Et voilà, donc il faudrait qu'au-delà des affiliations,
on met des démographes avec des économistes, avec des médecins, avec des entomologistes, avec des modélisateurs, mais chacun aussi doit faire ça. Ce n'est pas uniquement les autres. Par exemple, si vous avez des fleurs chez vous, des pots de fleurs, est-ce que vous vérifiez qu'il n'y a pas des larves de moustiques dans le pot de fleurs de temps en temps? Parce que sinon, vous élevez des moustiques à la maison. Quand je suis arrivé à La Réunion il y a quelques temps, il y a très longtemps même, j'étais à la DAS et j'attendais dans le couloir pour rencontrer la directrice. Il y avait un joli pot de fleurs dans le couloir de la directrice de la DAS, et dans l'eau du pot de fleurs, il y avait des larves de moustiques. Donc si la DAS élève des moustiques, ça pose un problème quand même. Ce n'est pas le but, franchement. C'est pas le but. Donc voilà, il faut que tous ces gens-là travaillent ensemble. Pour le meilleur et pour le pire, voilà, ce sont nos mains qui tiennent la planète. Et alors, ça a été un peu... Enfin voilà, un seul monde, une seule santé. Il y a plein de façons différentes. Alors c'est toujours en anglais parce que c'est plus joli. Voilà. La santé globale, la santé de la planète, la santé éco-health. Bon, c'est la même chose. C'est la même chose. Il y a des nuances bien sûr, mais c'est nous qui devons être responsables. Et on est tous sur la même planète. Et jusqu'à preuve du contraire, il n'y en a pas d'autre viable. Donc il ne faut pas l'oublier ça quand même. Hein. Et donc, si vous trouvez l'équilibre et l'optimisation entre la santé des personnes, des animaux, des plantes et des écosystèmes. Et alors, pour conclure, voilà, soyez rassurés, il y a des gens très sérieux qui s'occupent du sujet, voilà, pas comme moi. Donc vous avez un organisme, ça s'appelle OHHLEP, créé en 2021, premier rapport d'activité en 2023, on attend le second en 2026, avec des organismes comme la FAO, comme le PNU, comme l'OMS. OMSA, il manque le mot animal, je ne sais pas pourquoi il est disparu là. L'OMSA, c'est ceux qui s'organisent, qui s'occupent de la santé animale, qui travaillent sur le sujet et qui essayent de travailler ensemble pour l'intérêt planétaire, en fait. Hein. Et pour terminer, je fais appel à Romain Gary, que j'aime beaucoup. Relisez Les Racines du ciel. Il a écrit à peu près à ce moment-là une lettre à l'éléphant que vous trouvez très facilement sur Internet, qui fait 4 pages, qui est magnifique. Ça a été écrit, je crois, d'abord en anglais à la fin de l'année 67 et paru dans le Figaro littéraire en mars 68. Mais laissez-moi vous dire ceci, mon vieil ami, dans un monde entièrement fait pour l'homme, il se pourrait bien qu'il n'y ait pas de place pour l'homme non plus. Voilà. Je laisse Romain Gary.